Laisse les clés et pars. C'est ce qu'a exigé mon père, lors du dîner du dimanche soir. Cette maison appartient désormais à la famille. Ma mère a hoché la tête en signe d'approbation. J'ai déposé les clés sur la table. Et je suis parti en silence. Mais le lendemain matin, tout a changé. La société hypothécaire les a appelés, à propos d'un virement de 90 000 $. Je m'appelle Olivia Miller, j'ai 32 ans, et il y a 3 ans, j'ai acheté ma toute première maison. Modeste, mais magnifique. 2 chambres. Un espace qui représentait l'aboutissement de tous mes efforts, de tous mes sacrifices. Le week-end dernier, j'ai invité mes parents à dîner, pour fêter une grande nouvelle, ma promotion. Mais je n'aurais jamais pu imaginer ce qui allait suivre. Juste après le dessert, mon père s'est levé. Son visage était fermé, froid comme la pierre. Et il m'a regardé droit dans les yeux. « Donne-moi les clés. Cette maison appartient désormais à la famille. » Ma mère, confuse et visiblement bouleversée, a simplement hoché la tête. J'ai posé les clés sur la table. Sans un mot. Et j'ai quitté la pièce, en silence. Le lendemain matin, la société hypothécaire m'a appelé. Et à cet instant, tout a basculé. Mais avant de vous raconter comment j'ai découvert le plan secret de mes parents, dites-moi, dans les commentaires, d'où vous me regardez. Et surtout, votre famille vous a-t-elle déjà trahi? Cliquez sur j'aime et abonnez-vous pour savoir ce que j'ai fait ensuite. Grandir dans la maison des Miller, cela voulait dire vivre sous des règles strictes, presque militaires. Mes parents, Walter et Carol Miller, contrôlaient absolument tout. Mes amis. Mes vêtements. Mes horaires. Ils appelaient ça de la protection. Mais en grandissant, j'ai compris ce que c'était réellement, du contrôle. Une surveillance permanente. Malgré leur tempérament dominateur, je croyais qu'ils m'aimaient. Je pensais qu'ils voulaient juste ce qu'il y avait de mieux pour moi. Je me disais simplement que leur méthode était désuète, trop sévère. Après le lycée, j'ai lutté bec et ongles pour obtenir mon indépendance. Mes parents voulaient que j'aille dans une petite université locale, et que je continue à vivre chez eux. Mais en secret, j'ai postulé pour des bourses ailleurs. Et quand la lettre d'admission de l'université d'État est arrivée avec une bourse d'études complète, ils n'avaient plus d'arguments. Même s'ils m'ont clairement montré leur déception. Ces 4 années loin de chez moi m'ont transformé. J'y ai découvert une passion, la finance. Et un objectif, aider les autres à gérer leur argent avec intelligence. Ma carrière a commencé en bas de l'échelle. Un poste junior chez Prescott Financial Group. J'ai enchaîné les heures, les projets, les certifications. À 29 ans, j'avais triplé mon salaire de départ. Et j'avais mis de côté assez d'argent pour un apport immobilier conséquent. Mes parents m'ont proposé d'acheter un appartement près de chez eux. Ou mieux encore, de construire une extension à leur maison. Mais j'ai choisi une toute autre voie. J'ai acheté une maison style Craftsman à l'autre bout de la ville. Et leur désapprobation était à peine dissimulée. C'est beaucoup trop grand pour une seule personne, a lancé mon père lors de la pendaison de crémaillère. Tu gaspilles ton argent dans de l'espace inutile, a renchéri ma mère, refusant même de complimenter les parquets en bois massif que j'avais restaurés moi-même. Cette maison, c'était bien plus qu'un toit au-dessus de ma tête. C'était la liberté. L'accomplissement. La sécurité. J'y avais passé des week-ends entiers à peindre les murs, installer des ventilateurs de plafond, créer un bureau à domicile où je travaillais souvent jusque tard dans la nuit. Le jardin arrière était devenu mon sanctuaire. La cuisine, mon atelier créatif. Chaque coin de cette maison avait une signification. Ce n'était pas une simple propriété. C'était la preuve physique que j'avais brisé le cycle générationnel de dépendance. Et puis, récemment, j'ai reçu une promotion majeure, je suis devenu consultante financière senior. Avec une belle augmentation et l'opportunité de construire mon propre portefeuille de clients. Pendant 5 ans, j'avais vu les cadres supérieurs partir en vacances pendant que je gérais leurs clients à leur place. Et là, enfin, c'était mon tour. Le dîner que j'avais organisé devait marquer ce cap important. Mais avec du recul, j'aurais dû voir venir les signaux d'alarme.
Mon père me posait des questions très spécifiques sur mon prêt immobilier. Dans quelle banque est ton crédit? C'est un prêt sur 15 ou 30 ans? Tu as pensé à refinancer avec les taux bas actuels? À l'époque, je pensais qu'ils faisaient simplement la conversation. Ou qu'ils envisageaient peut-être de refinancer leur propre maison. Mais ce n'était pas tout. Le comportement de ma mère avait aussi changé. Elle avait commencé à me confier des objets de famille, en prétextant que leur grenier était devenu trop humide. Ça devrait rester dans la famille, disait-elle en posant de vieux cadres photos sur ma cheminée, comme si ma maison était une extension de la leur. J'avais toujours été généreuse avec mes parents. Quand ils avaient des problèmes avec leurs impôts fonciers, je leur envoyais des chèques. Quand leur chaudière est tombée en panne l'hiver dernier, j'ai payé la moitié des réparations. Et je n'ai jamais demandé à être remboursé. Parce qu'après tout, c'était ma famille. Mon frère, Yann, 2 ans plus jeune que moi, a toujours pris leur parti. En tant qu'entrepreneur, il vivait toujours dans l'appartement au-dessus du garage de mes parents. C'était une relation symbiotique. Il lui offrait un logement bon marché. Et lui, s'occupait des réparations de la maison familiale. Et cela ne faisait que renforcer sa vision du monde. Contrairement à moi, ils ne défiaient jamais leur autorité, ni ne remettaient en question leurs décisions. Lors des désaccords familiaux, ils se rangeaient systématiquement de leur côté, me rappelant souvent à quel point nos parents avaient sacrifié pour nous. Ma meilleure amie, Chloé, m'avait prévenu un nombre incalculable de fois. Tes parents ne veulent pas que tu réussisses plus qu'eux, m'avait-elle dit après qu'ils aient minimisé mon enthousiasme pour ma promotion. Ils parlent de loyauté familiale, mais c'est juste un outil pour te maintenir sous leur contrôle. J'avais balayé ces inquiétudes, les jugeant trop dramatiques, en lui assurant que malgré leurs défauts, mes parents voulaient, au fond, que je m'épanouisse. Fais-moi confiance, lui avais-je dit. Ils sont juste un peu vieux jeu. Ils comprendront quand ils verront que je construis quelque chose de stable avec ma carrière. Chloé avait seulement hoché la tête. J'espère que tu as raison. Mais sois prudente sur ce que tu partages avec eux. L'information, c'est le pouvoir. Et ils ont passé toute ta vie à en avoir sur toi. J'aurais dû écouter Chloé plus attentivement. J'aurais dû me demander pourquoi ma mère insistait pour avoir un double de mes clés en cas d'urgence. J'aurais dû m'interroger sur les raisons qui poussaient soudain mon père à vouloir relire ma police d'assurance habitation, prétendument pour s'assurer que j'avais un bon tarif. Les signes étaient là. Mais j'étais aveuglé par cette croyance tenace, la famille ne trahit jamais vraiment. J'avais tellement tort. Ce dimanche-là, j'avais passé la journée entière à préparer le dîner. J'avais mariné des steaks les préférés de mon père et préparé une purée de pommes de terre à l'ail rôti, exactement comme aimait ma mère, avec du beurre en abondance et une touche de romarin. J'avais même fait une tarte aux pommes maison, en suivant à la lettre la recette de ma grand-mère. La table de la salle à manger était dressée avec notre vaisselle, de luxe, celle qu'on sortait à de rares occasions. Les bougies étaient allumées, et une bouteille de cabernet coûteux respirait sur le comptoir. Ce dîner ne se résumait pas à une célébration de ma promotion. C'était ma manière de leur montrer que j'y étais arrivé. Que enfin, peut-être, ils me verraient comme une adulte accomplie, méritant leur respect et non plus comme cette petite fille qu'ils cherchaient encore à diriger et contrôler. Vers 17h, la sonnette retentit. J'ajustai ma robe, pris une grande inspiration et ouvris la porte avec un large sourire. Mais mon sourire se figea instantanément. Devant moi ne se tenaient pas seulement mes parents, mais aussi mon frère Isen. Debout sur le perron. « J'espère que ça ne te dérange pas », dit ma mère en entrant déjà, sans attendre ma réponse. Isen n'avait rien de prévu ce soir, alors on l'a emmené avec nous. Bien sûr que non, mentis-je, tout en calculant rapidement si j'avais assez de nourriture pour une personne supplémentaire. Plus on est de fous, plus on rit. Mon père me tendit une bouteille de vin bon marché, le genre que l'on attrape à la caisse du supermarché. « J'ai pris ton préféré », dit-il. Ce n'avait jamais été mon préféré. Pendant les amuse-bouches, la conversation resta en surface. Ma mère fit un commentaire sur mes nouveaux rideaux de salon, me demandant où je les avais achetés, et combien ils m'avaient coûté. Mon père observa attentivement la crédence que j'avais récemment installée dans la cuisine, pointant une petite zone où le joint était légèrement irrégulier.
Izen, lui, restait silencieux, les yeux rivés à son téléphone, souriant à ses messages. Alors que je servais le plat principal, je décidai qu'il était temps de leur annoncer la grande nouvelle. Je voulais leur dire en personne pourquoi j'avais organisé ce dîner. Je remplis leur verre de vin, puis déclarai. J'ai été promu consultante senior chez Prescott. Cela s'accompagne d'une belle augmentation, d'un bureau à moi, et de l'opportunité de construire mon propre portefeuille client. Un silence glacial s'installa, durant une seconde de trop, avant que ma mère ne dise. C'est bien, ma chérie. Mais tu vas devoir travailler plus. Ce n'est pas très sain. Mon père mâcha son steak avec lenteur, puis demanda. Tu vas gagner combien, exactement? Je le lui dis. Ses sourcils se haussèrent légèrement, il échangea un regard rapide avec ma mère, puis finit par dire. Eh bien, bonne pour toi. Il était temps qu'il reconnaisse ton travail. Izen souffla doucement du nez. Ça doit être sympa de rester assise toute la journée dans un bureau pour gagner autant. Je sentis cette déception familière me nouer l'estomac. Mais je refusais de la laisser me gâcher ce moment. Je suis vraiment excité par toutes ces opportunités. J'ai travaillé si dur pour en arriver là. Oui, tu as toujours été très focalisé sur ta carrière, dit ma mère, avec un ton qui faisait passer cela pour un défaut. Le dîner continua dans une ambiance tendue. Mes parents posèrent peu de questions sur ma promotion, mais passèrent 15 minutes à discuter des rénovations récentes des toilettes d'un restaurant local faites par Izen. Je remarquai que mon père regardait sa montre à plusieurs reprises pendant que je servais le dessert. Alors que je posais le café avec la tarte aux pommes, mon père se redressa subitement. Son attitude changea du tout au tout. « Olivia, dit-il d'une voix étrangement formelle. Ta mère et moi avons réfléchi à ta situation. » Ma situation, demandai-je, sincèrement confuse. Il hocha la tête et posa sa fourchette avec soin. Cette maison est trop grande pour toi seul. Et franchement, elle devrait bénéficier à toute la famille. Ma tasse de café s'arrêta en plein mouvement vers mes lèvres. Qu'est-ce que tu racontes? Nous en avons longuement discuté, coupa ma mère. En tant que tes parents, nous avons tout investi en toi, ton éducation, ton épanouissement, toutes les opportunités que tu as eues. Ton succès est le fruit direct de notre investissement. Izen affichait un petit sourire en coin. Cette maison, poursuivit mon père, est en réalité le résultat d'un effort familial. Il est temps de le reconnaître officiellement. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Demandai-je, la voix à peine audible. Le visage de mon père se durcit. Nous disons que cette maison appartient maintenant à la famille. Ta mère et moi allons emménager ici, et Izen s'occupera des rénovations. Izen se pencha en avant. Je pense qu'on commencera par abattre ce mur entre la cuisine et la salle à manger. On ouvrira tout ça. Maman a toujours voulu un plan ouvert. Je regardais leurs visages, l'un après l'autre, attendant qu'ils éclatent de rire. Qu'ils m'avouent que c'était une mauvaise blague, une farce de très mauvais goût. Mais non. Leur visage était sérieux. Pire, ils semblaient attendre mon approbation. C'est ma maison, dis-je lentement. Je l'ai achetée avec mon argent. Mon nom est sur l'acte de propriété et sur le prêt. Mon père fit un geste méprisant. Nous sommes une famille. Ce qui est à toi est à nous. C'est comme ça que ça fonctionne. Non, dis-je, plus fort. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. J'ai payé cette maison. Je rembourse le prêt. Elle est à moi. Le visage de ma mère prit l'expression déçue qu'elle avait perfectionnée au fil des décennies. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Voilà comment tu nous remercies. Par de l'égoïsme? De l'égoïsme, répétai-je, incrédule. En quoi est-ce égoïste de posséder ce que j'ai payé? Donne-nous les clés et pars, exigea mon père, la voix montant. Cette maison est à la famille maintenant. Ma mère acquiesça, les lèvres serrées en une ligne mince. Vous n'êtes pas sérieux, chuchotai-je. On l'est tout à fait, répondit mon père. Tu as une semaine pour retirer tes affaires. Izen veillera à ce que tu ne partes pas avec ce qui doit rester ici. Je me sentis comme projeté dans une autre réalité. Ces personnes, ma famille,
parlaient calmement de me voler ma maison, comme s'ils en avaient le droit absolu. Le choc me laissa sans voix. Dans ce moment de stupeur, mon père tendit la main. Les clés. Maintenant. Quelque chose en moi se figea. Silencieuse, calme, presque irréelle. Sans dire un mot, je sortis les clés de mon sac. Je les posai sur la table. Je me suis levé sans dire un mot. J'ai seulement attrapé mon téléphone, mon portefeuille et les clés de ma voiture. Tu vas le regretter, hurla mon père alors que je marchais vers la porte. Je n'ai pas répondu. J'ai refermé la porte derrière moi, je suis monté dans ma voiture et j'ai roulé droit vers l'appartement de Chloé, de l'autre côté de la ville. Les larmes brouillaient ma vue tout au long du trajet. Ils ont complètement perdu la tête, déclara Chloé, furieuse, après que je lui ai raconté ce qui s'était passé. Tu as besoin d'un avocat. Et dès demain matin. Ce sont mes parents. Murmurai-je faiblement. Il doit y avoir un malentendu. Chloé m'attrapa fermement par les épaules. Olivia, écoute-moi bien. Ils viennent d'essayer de s'emparer de ta maison. Ce n'est pas un malentendu. C'est un crime. Cette nuit-là, allongé sur le canapé de Chloé, je rejouais sans cesse dans ma tête cette conversation du dîner. Avais-je, d'une manière ou d'une autre, laissé entendre que la maison était un investissement familial? Avais-je raté quelque chose de crucial dans notre relation pour qu'ils agissent d'une manière aussi étrange, aussi violente? Peu importe comment j'analysais la situation, rien n'avait de sens. Mais ce que je ne savais pas encore, c'est que l'ampleur réelle de leur trahison ne deviendrait claire que le lendemain matin, avec un simple coup de fil. Je me suis réveillé sur le canapé de Chloé, désorienté et épuisé émotionnellement. Pendant quelques secondes, j'ai oublié pourquoi j'étais là. Puis, comme une vague brutale, les souvenirs sont revenus. Les yeux glacials de mon père. Le hochement silencieux de ma mère. L'air suffisant de mon frère parlant déjà des rénovations à venir dans ma propre maison. Chloé était déjà partie travailler. Elle m'avait laissé un mot doux m'encourageant à manger quelque chose et à appeler un avocat. J'étais en train de faire défiler une liste de cabinets spécialisés en droit immobilier quand mon téléphone sonna. Numéro inconnu. Bonjour, Olivia Miller à l'appareil, dis-je, la voix encore rauque d'avoir trop pleuré. Mademoiselle Miller, ici David Herrera de Midwest M & Services. Je vous appelle à propos d'une activité inhabituelle sur votre compte hypothécaire. Mon estomac se noie. Quel genre d'activité, demandai-je, la voix tendue. Quelqu'un a tenté de modifier vos informations de contact hier après-midi. Ils ont également posé des questions sur l'ajout de co-emprunteurs à votre prêt hypothécaire. Notre système a immédiatement jugé la demande suspecte, car elle n'avait pas été faite via notre portail sécurisé. Hier après-midi, pendant que je préparais le dîner, mes parents ont tenté de détourner mon hypothèque. Les personnes se sont présentées comme copropriétaires du bien, continua David. Mais selon nos registres, vous êtes la seule propriétaire et emprunteuse officielle. Je voulais confirmer ces informations directement avec vous. C'est exact, répondis-je d'une voix haletante. Mon esprit tournait à 100 à l'heure. Je suis la seule propriétaire. Qui a essayé de faire ces changements? Un certain Walter et une certaine Carole Miller ont fourni plusieurs de vos informations personnelles, y compris votre numéro de sécurité sociale, ce qui a fait remonter le dossier jusqu'à moi. Évidemment qu'ils avaient mon numéro. Ce sont mes parents. Ils avaient probablement encore mon certificat de naissance, mes vieux bulletins de notes, et même mon carnet de santé. Mademoiselle Miller, autorisez-vous ces personnes à accéder à votre compte hypothécaire? Absolument pas, dis-je fermement. Ils n'ont aucun droit sur mon compte ni sur ma propriété. Compris. Nous allons activer immédiatement des mesures de sécurité supplémentaires sur votre compte. Je vous recommande également de contacter les autorités si vous pensez que quelqu'un tente d'accéder frauduleusement à vos données financières. Une fois l'appel terminé, je suis resté figé sur le canapé, réalisant l'ampleur de la situation. Ce n'était ni un malentendu, ni un jeu d'autorité déplacé. Mes parents avaient tenté activement de voler mon hypothèque. Leur trahison me blessait bien plus que je n'aurais jamais pu l'imaginer. J'ai appelé la ligne non urgente de la police locale pour expliquer la situation.
L'agent m'a demandé si mes parents avaient toujours les clés de ma maison. Oui, je les ai laissées là-bas hier soir. Quand ils m'ont ordonné de partir. Il serait peut-être judicieux de rencontrer des officiers sur place, suggéra-t-il, pour vérifier s'il y a eu une intrusion ou une occupation sans autorisation. Nous pouvons tout consigner. 2 heures plus tard, j'étais sur le perron de ma propre maison, accompagné de 2 policiers. Avec la clé de secours que Chloé gardait dans ma voiture, j'ai récupéré la clé d'urgence cachée dans une boîte magnétique sous le pare-choc. Mes mains tremblaient en ouvrant la porte. La maison était vide, mais des signes de leur présence persistaient. Les assiettes du dîner traînaient encore sur la table, la nourriture désormais sèche. Les clés de la maison avaient disparu de l'endroit où je les avais laissées. Un rapide coup d'œil ne révéla rien de manifestement volé, mais certains tiroirs de mon bureau étaient entr'ouverts. Je vais documenter le fait que quelqu'un s'est introduit ici et a probablement accédé à vos informations personnelles, dit l'agent Rodriguez en notant. Je vous recommande vivement de changer vos serrures dès aujourd'hui. Elle me tendait sa carte de visite quand mon téléphone sonna de nouveau. Un cabinet d'avocat local. Olivia Miller? Ici Barbara Michel de Michel Legal Service. Votre amie Chloé m'a demandé de vous appeler concernant un litige immobilier. 1 heure plus tard, j'étais assise dans le bureau de Barbara, entourée d'étagères pleines de livres de droit et de diplômes encadrés. Elle avait une 50aine d'années, un regard perçant et une attitude directe qui me mit immédiatement à l'aise. « Laissez-moi voir si j'ai bien compris », dit-elle après m'avoir écouté. « Vos parents ont exigé les clés de votre maison, ont revendiqué la propriété comme bien familial, et ont tenté de modifier les informations de votre prêt hypothécaire sans votre autorisation. » « Oui, » répondis-je, encore sous le choc. « Et vous avez vérifié que vous êtes la seule propriétaire ? Aucun autre signataire sur l'hypothèque ? Aucun apport financier d'un membre de la famille ? Aucun. J'ai économisé pour la compte toute seule. Chaque paiement de l'hypothèque a été effectué depuis mon compte, depuis 3 ans. » Barbara hocha la tête en prenant des notes. « Avec votre accord, j'aimerais effectuer une vérification de leurs antécédents. S'ils ont déjà tenté ce genre d'arnaque, cela renforcerait grandement notre dossier. » J'ai hésité une seconde, puis j'ai accepté. 30 minutes plus tard, son enquêteur avait déjà réuni un rapport troublant. « Vos parents ont de graves problèmes financiers », expliqua Barbara en lisant le document. 3 cartes de crédit en recouvrement, une saisie fiscale datant de 2 ans, et il semble qu'ils aient récemment contracté une 2e hypothèque sur leur propre maison. Ils sont littéralement noyés financièrement. Le tableau est devenu douloureusement clair. Mes parents n'étaient pas seulement contrôlants. Ils étaient désespérés. Ma récente promotion et l'augmentation de mon salaire les avaient sûrement convaincus que je pouvais régler leurs problèmes financiers. En restant propriétaire de ma maison, qu'ils espéraient sans doute récupérer. Mais le plus troublant, poursuivit Barbara, c'est que ce n'est pas la première fois qu'ils tentent quelque chose de ce genre. Une plainte avait été déposée par ma grand-mère maternelle il y a 7 ans, affirmant que mes parents avaient essayé de transférer ses comptes de retraite à leur nom. La plainte avait été retirée plus tard. Mais les documents existent encore. Ma grand-mère avait toujours été gentille, mais aussi distante. Elle est décédée il y a 5 ans. Et ce sont mes parents qui avaient géré toutes ces affaires. Je me demandais maintenant ce qui s'était réellement passé entre eux. J'ai éclaté en sanglots dans le bureau de Barbara. Le poids de la trahison m'écrasait la poitrine. Mes parents n'avaient pas seulement tenté de me voler ma maison. Ils avaient un historique de manipulation financière. Comment ai-je pu être aussi aveugle? Je sais que c'est accablant, dit Barbara doucement, en me tendant une boîte de mouchoirs. Mais nous devons agir rapidement pour protéger vos biens. D'abord, nous enverrons une lettre officielle de cessation. Puis nous demanderons une ordonnance restrictive temporaire, pour les empêcher d'accéder à votre propriété pendant que nous réglons tout cela. Alors que je signais les papiers nécessaires, mon téléphone a vibré, des messages de mon frère. Tu exagères. Les parents veulent juste t'aider à gérer la maison. La famille est censée se soutenir. Tu as toujours été égoïste. Papa dit que si tu fais intervenir des avocats, tu n'es plus la bienvenue aux réunions de famille.
J'ai montré les messages à Barbara. Elle les a ajoutés à son dossier. Des tactiques de manipulation classiques, a-t-elle observé. Ils essaient de te faire culpabiliser pour avoir voulu protéger ta propre maison. En sortant du cabinet de l'avocate, Chloé m'attendait dehors pour m'emmener voir un serrurier. Tu restes chez moi jusqu'à ce que tout ça soit réglé, insista-t-elle. Je ne leur fais pas confiance. Je suis sûr qu'ils vont venir chez toi. Je ne veux pas t'embêter. Protestai-je faiblement. Tu ne m'embêtes pas. Tu acceptes enfin de l'aide d'une personne qui se soucie vraiment de toi. Et non pas de ce qu'elle peut te prendre. Ce soir-là, après avoir changé toutes les serrures et mis en place des alertes de surveillance de crédit, j'ai reçu un appel de mon patron, Martin. Olivia, j'ai entendu dire que tu fais face à une urgence familiale, dit-il, inquiet. Comment l'as-tu su, demandai-je, surprise. Ton père a appelé le bureau pour demander une vérification d'emploi. Dans le cadre d'une soi-disant consolidation financière familiale. Quand je lui ai dit que nous ne divulguons aucune information sans consentement écrit, il s'est montré très agité. Je lui ai brièvement expliqué la situation. Mortifié à l'idée que mon drame familial avait atterri au travail. Prends tout le temps personnel qu'il te faut, dit-il aussitôt. Ton poste et ta promotion sont sécurisés. Je vais aussi avertir la sécurité pour empêcher tout membre de ta famille d'entrer dans l'immeuble. Après avoir raccroché, j'ai consulté ma messagerie vocale. Un message de mon père. Menace directe. Tu fais une grave erreur, Olivia. Nous sommes ta famille. Nous avons un droit sur ce qui est à toi. Si tu te bats contre nous, tu le regretteras. J'ai immédiatement transféré le message à Barbara. Elle m'a répondu que cela renforçait notre demande d'ordonnance restrictive. Mais malgré ma fatigue extrême, le sommeil m'échappa. Je suis resté allongé dans la chambre d'amis de Chloé, repassant dans ma tête toute ma relation avec mes parents. Chaque souvenir, chaque interaction, était à présent teinté de doute. Leur amour avait toujours été conditionnel. Ils ne m'avaient astérisque jamais vu comme une fille, mais comme une ressource. Cette pensée déclencha une vague de douleur si intense que j'en avais le souffle coupé. À l'aube, j'avais pris une décision. Je n'allais pas seulement me protéger légalement, je devais explorer toutes les options disponibles pour m'assurer que mes parents ne pourraient plus jamais me victimiser. Ni personne d'autre. Même si cela me brisait le cœur. Il était temps de tenir bon. 2 jours après ce dîner désastreux, je suis retourné chez moi, accompagné d'un agent de police et d'un serrurier. Barbara m'avait conseillé de tout documenter et d'avoir des témoins officiels présents. Les nouvelles serrures étaient en place, et je voulais vérifier s'il manquait quelque chose. Mais en arrivant devant chez moi, mon estomac se noua. La voiture de mes parents et le van de mon frère étaient garés dans la rue. Ce sont les véhicules de mes parents, dis-je à l'agent Wilson. Ils ne devraient pas être là. Restez dans la voiture pendant que je vais voir, répondit-il calmement. À travers le pare-brise, je le vis toquer et se présenter. La porte s'ouvrit, révélant mon père, l'air outré mais pas surpris. Après une courte conversation, l'agent Wilson me fit signe d'approcher. Remonter mon propre trottoir me donna l'impression de m'approcher de la maison d'un étranger. Sur le perron, je vis au-delà de mon père. Ma mère et Isen réorganisaient mes meubles. Ils avaient déplacé mon canapé. Étaient en train de retirer les œuvres d'art que j'avais choisies avec soin. Mademoiselle Miller les a identifiés comme occupants non autorisés, déclara l'agent Wilson. Avez-vous des documents légaux qui prouvent que vous avez le droit d'être ici? Mon père se redressa. Nous sommes ses parents. Cette maison appartient à la famille. Votre nom figure-t-il sur l'acte de propriété ou sur une hypothèque? Ce n'est pas nécessaire. Nous sommes de la famille. Nous avons contribué à son succès. Qui pensez-vous à payer cette maison? Ce n'est pas ainsi que fonctionne la loi, monsieur, répondit l'agent Wilson calmement. À moins que votre nom ne figure sur les documents, vous n'avez aucun droit légal d'être ici sans le consentement de la propriétaire.
Ma mère s'avança, les larmes aux yeux. Olivia, comment as-tu pu appeler la police contre ta propre famille? Nous t'avons mieux élevé que ça. Je retrouvai enfin ma voix. Et vous? Comment avez-vous pu essayer de me voler ma maison? Vous m'aviez aussi élevé mieux que ça, non? Izen sortit du couloir, une boîte remplie de mes documents personnels dans les bras. C'est ridicule. On t'aide juste à t'organiser. Tu es en train de voler mes dossiers personnels, lancez-je. Pose ça. Mademoiselle Miller, dit l'agent Wilson. Souhaitez-vous que ces personnes quittent votre domicile? Oui, répondis-je fermement. Ignorant le hoquet de ma mère. Et je veux vérifier ce qu'ils ont emporté. Ce qui suivit fut l'une des expériences les plus humiliantes de ma vie. Sous supervision policière, ma propre famille a été expulsée de chez moi. Mon père est devenu de plus en plus agité, laissant échapper des menaces voilées sur la loyauté familiale. Et comment je regretterais cette trahison. Ma mère alternait entre des sanglots incontrôlables et une colère glaciale. Izen, lui, se contentait de me fixer intensément, murmurant que je montrais enfin mon vrai visage. Après leur départ, j'ai découvert avec horreur que plusieurs objets avaient disparu, le coffret à bijoux de ma grand-mère, mon acte de naissance, ma carte de sécurité sociale, divers documents financiers dont d'anciennes déclarations d'impôts, et étrangement, plusieurs photos de famille encadrées. Une rapide inspection de mon bureau à domicile a révélé que mon ordinateur avait été consulté. Impossible toutefois de savoir immédiatement ce qu'ils avaient pu voir, ou copier. Je souhaite déposer une plainte pour vol, ai-je dit à l'agent Wilson, qui a hoché la tête avec compassion. Vous devriez aussi envisager une ordonnance restrictive, m'a-t-il conseillé. Les conflits familiaux peuvent dégénérer très rapidement. Ces paroles allaient se révéler douloureusement exactes. Dans les jours qui ont suivi, je fus submergé par une avalanche de messages accusateurs. Pas seulement de mes parents, mais aussi de tantes, d'oncles, de cousins à qui l'on avait raconté une version totalement déformée des faits. Comment as-tu pu mettre tes parents à la porte, m'écrivait ma tante Nancy. Ils t'ont tout donné, et voilà comment tu les remercies. Un oncle que je connaissais à peine s'y est mis aussi. Apparemment, mon père avait raconté à tout le monde qu'ils avaient investi une grosse somme dans ma maison, et que j'étais en train de voler un bien familial. Aucun mot sur leur intrusion illégale, ni sur leur tentative de fraude hypothécaire. Ils sont même allés jusqu'à publier des messages sur les réseaux sociaux, se faisant passer pour des victimes d'une fille ingrate. Ils taguaient des amis communs, des parents éloignés. L'humiliation publique était insupportable. Surtout quand d'anciens camarades de lycée ou de vieux cousins ont commencé à commenter, exprimant leur déception. Cela m'a aidé à rédiger une réponse simple et neutre, que j'ai envoyée en privé à ceux qui m'avaient contacté. Je suis désolé qu'on vous ait donné de fausses informations. Mes parents ont tenté de s'approprier une maison que j'ai achetée seule. Il s'agit désormais d'un contentieux légal, et je ne commenterai pas davantage. Certains se sont rétractés immédiatement. Mais d'autres ont persisté, affirmant que les histoires de famille devaient rester privées et que je devais résoudre ça sans avocat. Peu semblaient réellement se soucier des faits. Entre-temps, mon avocate Barbara a reçu une lettre recommandée de l'avocat de mes parents. Ils y prétendaient avoir conclu un accord verbal affirmant que ma maison était un investissement familial, et exigeaient une médiation. Barbara m'a rassuré, leurs revendications étaient juridiquement infondées. Mais le stress me rongeait. Je dormais mal, mangeais à peine. Aller au travail relevait de l'effort surhumain, maintenir une façade professionnelle alors que je m'effondrais à l'intérieur. Chaque notification sur mon téléphone me faisait sursauter, par peur d'un nouveau message de ma famille. Puis, une nuit, en rentrant du travail, j'ai trouvé la lumière de mon Porsche brisée. Et coincée dans le cadre de la porte, une note griffonnée. La famille veille, d'une manière ou d'une autre. La menace était à peine voilée. Le lendemain matin, je me suis précipité au cabinet de Barbara. Elle a immédiatement demandé une ordonnance restrictive d'urgence contre mes parents et mon frère. Ça dépasse les bornes, dit-elle en relisant le rapport de police. Leur comportement devient de plus en plus inquiétant. Même si je comprenais que je devais me protéger, une partie de moi hésitait toujours à couper les ponts. Malgré tout, c'étaient mes parents. Ils m'avaient élevé,
assister à mes remises de diplômes, figurait dans mes souvenirs d'enfance et mes albums de vacances. Pouvais-je vraiment les exclure à jamais de ma vie? Barbara a lu l'hésitation sur mon visage. Je sais que c'est difficile, dit-elle doucement. Mais demande-toi, si ce n'était pas tes parents, s'il s'agissait d'amis ou de collègues te traitant ainsi, chercherais-tu quand même à te protéger? Cette nuit-là, j'étais allongé, éveillé, dans ma maison fraîchement sécurisée. Entouré de caméras de surveillance et de détecteurs de mouvement, je me sentais plus seul que jamais. Vers 3 heures du matin, j'ai finalement admis ce que je refusais d'accepter. Les parents que je croyais avoir un parfait mais aimant n'existaient pas. Ceux qui avaient tenté de voler ma maison me montraient leur vrai visage. Peut-être l'avaient-ils toujours eu. Cette révélation m'a fait aussi mal qu'elle m'a apporté de la clarté. Je pouvais pleurer la famille que j'avais cru connaître, tout en me protégeant de celle qui existait réellement. Le lendemain, j'ai contacté une thérapeute spécialisée dans les traumatismes familiaux. Si je voulais traverser cette trahison, j'aurais besoin d'aide professionnelle. Alors que je me préparais pour aller au travail, une alerte m'a interrompu, ma surveillance de crédit venait de détecter une tentative d'ouverture de carte à mon nom. L'adresse indiquée? Celle de mes parents. J'ai transféré l'alerte à Barbara, qui l'a ajoutée à notre dossier. Le vol d'identité est un crime sérieux, fit-elle remarquer. Cela renforce considérablement notre dossier. 2 jours plus tard, je reçus la notification officielle, la date de notre audience était fixée. Barbara me prépara à ce qui m'attendait. Ils vont sûrement se faire passer pour des parents aimants, préoccupés et injustement accusés. Mais le juge examinera les preuves, pas les émotions. Et nous avons des preuves solides de comportements inappropriés voire criminels. La veille de l'audience, j'étais incapable de fonctionner tant l'anxiété me paralysait. L'idée de faire face à ma famille en justice, de reconnaître publiquement leur trahison, me rendait littéralement malade. Mais derrière cette peur grandissait une autre force. La détermination. Je n'avais rien fait de mal. J'avais travaillé dur pour obtenir ce que j'avais. J'avais le droit de protéger ce qui m'appartenait. Aussi douloureux que soit l'affrontement, je ne reculerai pas. Le tribunal du comté était imposant, colonne de marbre, couloir vide et résonnant. J'étais arrivé tôt, vêtu d'un tailleur bleu marine discret. Mes mains tremblaient légèrement alors que je tenais mon dossier de preuves. Barbara s'approcha. Souviens-toi, reste factuel. Ne les laisse pas provoquer une réponse émotionnelle. Quand mes parents et mon frère sont entrés avec leur avocat, l'image qu'ils présentaient était soigneusement étudiée. Mon père, l'air distingué mais fatigué, dans un costume usé. Ma mère, fragile, les yeux rougis, agrippant son sac à main comme une bouée de sauvetage. Izen, toujours à ses côtés, jouant le rôle du fils protecteur. Ils ne me saluèrent pas. Les yeux de ma mère croisèrent brièvement les miens, puis se détournèrent. Leur avocat, James Westfield, s'approcha de Barbara avec une proposition de dernière minute. Mes clients sont prêts à mettre fin à ce malheureux malentendu si mademoiselle Miller accepte une thérapie familiale, et leur accorde un accès raisonnable à la propriété qu'ils ont contribué à sécuriser. La réponse de Barbara fut glaciale. Vos clients ont tenté une fraude hypothécaire, une effraction, le vol de documents personnels et un vol d'identité. Il n'y a aucun malentendu. Nous allons poursuivre notre demande d'ordonnance restrictive. Quand notre affaire fut appelée, nous sommes entrés dans la salle d'audience. La juge Elena Martinez, une femme d'une 60aine d'années, au regard perçant, examina le dossier en silence avant de lever les yeux. Je comprends qu'il s'agit d'un conflit familial autour d'un bien immobilier. Votre honneur, l'interrompit doucement Westfield, ce n'est qu'un malentendu entre des parents bien intentionnés et leur fille. La famille Miller a toujours fonctionné comme une unité financière solidaire, partageant ses ressources pour le bien commun. Barbara présenta alors nos preuves, de façon méthodique. La déclaration de la société hypothécaire sur la tentative d'accès non autorisé. Le rapport de police après avoir trouvé mes parents chez moi. La liste des objets volés. La note menaçante. Et la tentative de vol d'identité. Puis elle ajouta. Nous avons également découvert d'anciens incidents dans lesquels M. et Madame Miller avaient tenté des manœuvres financières similaires avec la grand-mère de Mademoiselle Miller.
L'avocat de mes parents s'y opposa, arguant que cet incident antérieur n'avait aucune pertinence et avait été résolu en privé. Lorsque vint le tour de mes parents de témoigner, ils présentèrent un numéro larmoyant, à la fois douloureux à regarder et exaspérant à entendre. « Nous voulions juste aider notre fille, » dit ma mère en s'essuyant les yeux. Elle a toujours été impulsive dans ses décisions financières. Nous tentions de protéger l'investissement familial. « Quel investissement familial ?» demanda la juge Martinez d'un ton tranchant. « Avez-vous contribué financièrement à l'achat de cette maison ? » « Pas directement. » admit mon père. « Mais nous l'avons élevée. Nous lui avons tout donné. Tout ce qu'elle est vient de nos sacrifices. » Le visage de la juge resta neutre, mais ses questions devinrent de plus en plus précises, visant les transactions financières, les documents juridiques, et la chronologie exacte des faits. Et à chaque réponse, l'histoire de mes parents s'effondrait un peu plus. Quand Yen témoigna qu'il ne faisait que aider à organiser des documents, la juge Martinez le confronta directement à propos de la boîte qu'il portait le jour où la police était intervenue. « Ce sont des papiers de famille, » affirma-t-il. Des déclarations d'impôts au nom exclusif de mademoiselle Miller, avec seulement son numéro de sécurité sociale. « Ce sont ça, les papiers de famille ?» demanda la juge avec un scepticisme glacial. À la fin de l'audience, la juge Martinez en avait assez entendu. Elle accorda une ordonnance de restriction temporaire, interdisant à mes parents et à mon frère de s'approcher à moins de 150 mètres de ma maison ou de mon lieu de travail pendant les 90 prochains jours. Sur la base des preuves présentées, elle déclara: « Il semble y avoir un schéma inquiétant de tentatives de contrôle financier et d'activités potentiellement frauduleuses. Mademoiselle Miller a le droit de protéger légalement ses biens acquis. » En quittant la salle d'audience, ma mère me lança: « Olivia, s'il te plaît, nous sommes ta famille. » Je n'ai pas répondu. Je continuais de marcher, le bras de Barbara soutenant le mien. Cette victoire juridique aurait dû m'apporter du soulagement, mais elle marqua le début d'une véritable guerre familiale. La nouvelle de l'ordonnance de restriction se répandit comme une traînée de poudre dans toute la famille élargie, traçant des lignes de front claires. La majorité prit parti pour mes parents, voyant ma démarche légale comme une trahison impardonnable de la loyauté familiale. Mais à ma grande surprise, la sœur de ma mère, ma tante Diana, prit contact avec moi avec une perspective radicalement différente. « J'attends depuis des années que quelqu'un leur tienne tête, » dit-elle en me retrouvant pour un café. « Ils ont fait quelque chose de similaire à ta grand-mère, tu sais. » Elle m'expliqua qu'ils avaient tenté de la convaincre qu'elle n'était plus capable de gérer ses finances, pour ensuite essayer de prendre le contrôle de ses comptes. J'ai dû intervenir, et depuis, il ne m'adresse presque plus la parole. « Pourquoi tu ne m'as jamais rien dit ?» demandai-je, abasourdi. « Tu m'aurais cru ?» répondit-elle doucement. « On veut croire le meilleur de ses parents. C'est comme ça qu'on survit à l'enfance. » Le soutien de ma tante fut une bouée de sauvetage dans une mer familiale devenue hostile. Mais le comportement de mon frère devint de plus en plus inquiétant. Malgré l'ordonnance, il commença à faire des rondes en voiture devant chez moi. Des voisins rapportèrent avoir vu son camion garé dans la rue à plusieurs reprises. Il ne s'approcha jamais directement de la maison, veillant à ne pas enfreindre techniquement la loi, mais sa présence était menaçante. Entre-temps, des lettres anonymes apparurent dans ma boîte aux lettres. La famille reste unie. Le sang est plus épais que l'eau. Et pire encore. Tu ne peux pas te cacher derrière tes avocats pour toujours. Je signalai chaque lettre à la police. Mais sans preuve tangible, ils ne pouvaient pas faire grand-chose. Le stress s'infiltra dans mon travail. Malgré la compréhension de Martin, je faisais des erreurs inhabituelles, j'oubliais des appels, je bâclais des dossiers. La promotion pour laquelle j'avais tant travaillé était désormais en péril, sapée par cette campagne implacable menée par ma propre famille. Barbara suggéra des mesures de sécurité renforcées. Il pourrait escalader les choses, parce que le système juridique ne leur a pas donné ce qu'ils voulaient. Parfois, ça empire avant d'aller mieux. J'investis alors dans un système de sécurité complet, avec des caméras couvrant toutes les entrées. Je changeais de numéro de téléphone, d'adresse mail, et créais des filtres pour bloquer les comptes connus. Je commençais même à varier mes itinéraires pour aller au travail, et à inspecter ma voiture avant de conduire.
Cela pouvait sembler excessif, mais cela m'apportait un semblant de paix. 3 semaines après la première ordonnance de restriction, j'appris que quelqu'un avait tenté d'accéder à mes comptes bancaires. Les protocoles de sécurité se déclenchèrent, les comptes furent verrouillés. L'adresse IP, tracée jusqu'au fournisseur d'accès de mes parents. Barbara ajouta cela à notre dossier croissant, et suggéra de déposer de nouvelles charges. Ils ne respectent pas l'esprit de l'ordonnance, même s'ils se cachent derrière la lettre de la loi. Il faut montrer que ce comportement a des conséquences graves. Le coup de grâce arriva lorsqu'un client me dit avoir reçu un courriel troublant, envoyé par un soi-disant membre inquiet de ma famille, affirmant que j'étais mentalement instable et irresponsable financièrement. Des emails similaires avaient été envoyés à d'autres clients, et à Martin lui-même. Heureusement, Martin reconnut immédiatement la manipulation, me mit au courant et alerta l'équipe juridique. C'est inacceptable à tous les niveaux personnels comme professionnels. Avec cette nouvelle preuve, Barbara demanda une ordonnance de restriction permanente, et déposa des plaintes pour diffamation, harcèlement, et tentative de fraude. L'audience fut fixée pour la semaine suivante. Mais cette fois, j'entrai dans la salle moins anxieuse, et plus en colère. Ce n'était plus une affaire de contrôle patrimonial. C'était une tentative délibérée de détruire ma réputation et mon gagne-pain. La juge Martinez, se souvenant du dossier, étudia les nouvelles preuves avec inquiétude visible. Ce schéma d'escalade est profondément préoccupant. Ce qui a commencé comme un conflit de propriété semble désormais être devenu une campagne coordonnée de harcèlement. Les dénégations indignées de mon père ne tinrent pas la route face aux preuves numériques liant les courriels diffamatoires à leur ordinateur. Les larmes de ma mère semblaient répétées, presque jouées, et même leur avocat semblait mal à l'aise. Votre honneur, tout cela est exagéré. Nous essayons juste d'aider notre fille, qui ne pense clairement pas correctement, s'exclama mon père. Monsieur Miller, je vous suggère de laisser votre avocat parler à votre place. Vos interventions ne vous aident en rien, répondit la juge avec fermeté. Quand ce fut au tour de Yen de témoigner sur ses allées et venues près de ma maison, il déclara. Je vérifiais juste la propriété de ma sœur. Je voulais m'assurer que tout allait bien. Malgré l'interdiction de vous en approcher à moins de 150 mètres, demanda la juge. L'obligation familiale passe avant les papiers du tribunal, répondit Yen. Et en un instant, le masque tomba. Ce n'est pas ainsi que la loi fonctionne, Monsieur Miller, déclara la juge froidement. Elle accorda l'ordonnance de restriction permanente, accompagnée d'un avertissement sévère, toute violation future entraînerait des charges pénales. Le harcèlement et la fraude sont pris très au sérieux par ce tribunal. Les liens familiaux n'excusent pas les comportements nuisibles. À l'annonce du verdict, Yen se leva brusquement. C'est une folie, cria-t-il. Tu tournes le dos à ta propre famille. Tu nous dois tout. Faites taire votre client, ordonna la juge à l'avocat, tandis que les huissiers s'approchaient. Outrage au tribunal. Monsieur Miller passera la nuit en détention. Le voir partir menotté aurait dû me soulager. Mais je ne ressentis que tristesse. Comment en étions-nous arrivés là? Cette famille que j'avais connue n'existait plus. Elle avait été déformée par l'avidité et le sentiment d'être tout permis, transformée en des étrangers. Des gens que je ne reconnaissais plus. Et que je ne voulais plus jamais revoir. Alors que nous sortions du tribunal, elle posa doucement la main sur mon épaule. Ce n'est jamais facile quand la famille se retourne contre toi, dit-elle. Mais tu as géré ça avec une force remarquable. Je ne me sentais pas forte. Je me sentais vide, épuisé après des mois d'anxiété constante et de douleur. La bataille judiciaire était peut-être terminée, mais la guerre émotionnelle, elle, était loin d'être finie. 3 mois après la délivrance de l'ordonnance d'éloignement définitive, je commençais lentement à reconstruire ma vie. Les mesures de sécurité étaient devenues routinières. Les crises de panique étaient moins fréquentes. Mon rendement au travail s'était stabilisé, et je commençais enfin à savourer les fruits de ma promotion. Puis un message arriva. Un texto. D'un numéro inconnu. On devrait parler. Café chez Sterling demain. Papa. Mon cœur s'est emballé. J'ai immédiatement transféré le message à Barbara, mon avocate. Elle confirma que, techniquement,
cela violait l'ordonnance. Mais elle me conseilla de laisser couler, à moins que cela ne se reproduise. Parfois, il vaut mieux préserver son énergie émotionnelle, suggéra-t-elle. Il teste peut-être les limites. Une semaine plus tard, je reçus une lettre officielle. L'avocat de mes parents proposait une réunion de réconciliation familiale, dans un lieu neutre, avec la présence des deux parties et de leurs avocats. Après en avoir discuté avec ma thérapeute, la Dr Chen, j'ai accepté avec prudence. Tu as fait un travail remarquable pour digérer ce traumatisme, dit-elle lors de notre séance. Les affronter depuis une position de force pourrait apporter une forme de clôture, quel que soit le résultat. La rencontre fut fixée dans une salle privée d'un restaurant local. Barbara m'accompagna. Mes parents étaient venus avec leur nouvelle avocate, Patricia W., spécialiste de la médiation familiale. Mes parents semblaient différents. Plus petits. Moins intimidants. Mon père avait perdu du poids. Et les cheveux de ma mère avaient bien plus de gris que dans mes souvenirs. Ils s'assirent raides, les mains jointes, comme des enfants punis. Merci d'avoir accepté de nous rencontrer, dit mon père d'un ton formel. Nous avons eu le temps de réfléchir à nos actes. Ce qui suivit n'était pas vraiment des excuses. Ils parlèrent de malentendus, de mauvaise communication. Mais ils évitèrent soigneusement d'assumer toute responsabilité pour leur tentative de vol et le harcèlement qui s'ensuivit. Nous voulions seulement ce qu'il y a de mieux pour la famille, insista ma mère. Peut-être que nos méthodes étaient mal choisies. Mal choisies, ai-je répété, en gardant difficilement mon calme. Vous avez tenté de cambrioler ma maison. Voler mes documents personnels. Usurper mon identité. Tenter de ruiner ma réputation professionnelle. Ce ne sont pas des méthodes mal choisies, ce sont des crimes. La mâchoire de mon père se crispa. Nous avons reconnu nos erreurs. Que veux-tu de plus? Une véritable responsabilité, répondis-je. Une reconnaissance de ce que vous avez réellement fait et pourquoi. Et l'assurance que cela ne se reproduira jamais. Ni avec moi, ni avec qui que ce soit. Leur avocate tenta d'orienter la conversation vers l'avenir, en évitant les reproches passés. Mais Barbara répliqua sèchement. Il n'y a pas de réconciliation sans responsabilité. Au fil de la discussion, il devint clair que mes parents voulaient la levée de l'ordonnance et reprendre accès à ma vie, sans jamais reconnaître le mal qu'ils avaient causé. Ils présentèrent leurs actions comme des tentatives mal interprétées d'aider, plutôt que comme le comportement manipulateur et contrôlant qu'elles étaient vraiment. « Nous sommes tes parents, dit ma mère en larmes. La famille doit savoir pardonner. Le pardon exige l'honnêteté, ai-je répondu. Et il n'implique pas automatiquement la restauration de la confiance. Quand le sujet de mon frère Yen fut abordé, ils reconnurent qu'il était toujours en colère, mais affirmèrent qu'il travaillait sur ses émotions. Ils proposèrent une thérapie familiale, à 4. Je pris le temps de réfléchir avant de répondre. Je suis ouverte à une communication future, à certaines conditions, dis-je enfin. Premièrement, reconnaissance complète des faits, sans euphémisme. Deuxièmement, thérapie individuelle pour chacun de vous avant toute séance collective. Troisièmement, aucune discussion sur mes finances ou mes biens, jamais. Ces sujets sont hors limite. Définitivement. Le visage de mon père s'assombrit. Alors c'est toi qui dictes désormais les termes de notre relation? J'établis mes limites, le corrigeai-je. C'est à vous de décider si vous pouvez les respecter. La réunion se termina sans résolution. Ils allaient y réfléchir, disait-il, mais leur langage corporel parlait d'hostilité. En regagnant nos voitures, Barbara me dit. Tu as été clair, ferme, juste. Le ballon est dans leur camp maintenant. 2 jours plus tard, je reçus une lettre. Pas de leur avocate. Mais une note manuscrite, signée de la main de ma mère. Aucune excuse. Seulement ceci. Si tu ne peux pas pardonner et oublier sans condition, alors peut-être qu'il vaut mieux faire une pause dans nos échanges. Et elle terminait par. Quand tu seras prête à faire à nouveau partie de cette famille, sans tous ces obstacles juridiques, tu sais où nous trouver. Le message était clair. Ils n'étaient pas prêts à assumer leurs actes. Pour eux, j'étais le problème. Mais,
Contre toute attente, cette lettre ne m'a pas anéanti. Elle m'a apporté de la clarté. Et une paix inattendue. Je l'ai montrée à la docteure Chen lors de notre prochaine séance. Elle me regarda avec douceur. Ils te montrent qui ils sont, dit-elle. Leur vision de la famille demande ta soumission, et l'abandon de tes limites. Et maintenant, ai-je demandé. Ce sont quand même mes parents. C'est à toi de décider ce qui est sain pour toi, s'il y a encore quelque chose à préserver. La famille peut être une question de biologie, ou bien de respect et de soutien mutuel. Parfois les deux se rejoignent. Et parfois, non. Dans les semaines qui suivirent, j'ai consciemment choisi de me reconstruire, au lieu de tenter de réparer une dynamique familiale que l'autre partie n'avait aucun intérêt à changer. Je suis retourné au travail avec une énergie nouvelle. J'ai renoué avec des amis que j'avais négligés pendant la crise. Et j'ai rejoint un groupe de soutien pour adultes coupés de leur famille, où j'ai trouvé compréhension et validation. Ma maison, autrefois symbole de fierté, entachée par leur trahison, avait besoin d'être récupérée. J'ai engagé des artisans pour refaire la cuisine, un projet que j'avais longtemps repoussé. J'ai repeint les murs, réorganisé les meubles, et remplacé les tableaux que mes parents avaient tenté d'emporter, par de nouvelles œuvres qui me parlaient vraiment. Chaque changement effaçait un peu plus le souvenir de leur intrusion. Pour plus de sécurité, j'ai installé un système de surveillance intelligent. Les cauchemars, les notes anonymes, tout cela s'est peu à peu estompé. 6 mois après l'audience finale, j'ai reçu une promotion inattendue. Martin m'a appelé dans son bureau. La façon dont tu as géré cette crise familiale a impressionné toute la direction, dit-il. Tu as fait preuve d'un professionnalisme et d'une résilience exceptionnelle. C'est exactement ce qu'on recherche pour notre nouveau poste de directrice du service client. L'ironie ne m'a pas échappé. La même crise que ma famille avait provoquée avait, en fin de compte, propulsé ma carrière. En essayant de me contrôler, il m'avait poussé vers l'indépendance. Et vers le succès. À l'approche des fêtes, période sensible pour se séparer de leur famille, mes amis m'ont entouré. La famille qu'on choisit reste une famille, m'a dit Shaw. Parfois même, c'est la version la plus saine. Mon premier Thanksgiving sans mes parents ni mon frère fut étrange. Mais pas aussi douloureux que je l'avais redouté. Entouré de personnes qui me respectaient sincèrement, je me suis senti libre. En paix. Début décembre, je suis tombé sur mon frère au supermarché. Premier face-à-face depuis le tribunal. Il m'a vu, s'est figé, puis a tourné les talons et s'est éloigné. Pas d'hostilité. Pas de mots. Juste, silence. Et pour moi, cela signifiait qu'un basculement avait eu lieu. À la fin du mois, j'ai reçu des cartes de Noël de cousins et cousines qui s'étaient rangés du côté de mes parents au départ. Leur message était prudent, mais chaleureux. Comme si les lignes bougeaient. Ma tante Diana m'invita même pour le réveillon. Tes parents ne seront pas là, dit-elle avec douceur. Ils ont brûlé trop de ponts. Tu n'es pas la seule qu'ils ont éloignée. Et au début de cette nouvelle année, je me suis rendu compte que j'avais franchi un seuil invisible. L'angoisse constante avait laissé place à une tristesse occasionnelle et à une profonde liberté. Je ne ressentais plus le besoin de leur approbation. Je n'avais plus peur d'être moi-même. Un soir, en regardant de vieilles photos de famille, j'ai pu sourire. Reconnaître les bons souvenirs. Mais aussi les schémas malsains qui avaient toujours été là. C'est comme faire le deuil de quelqu'un qui est encore vivant, expliquai-je à la docteure Chen. Je pleure les parents que je pensais avoir. Tout en acceptant la réalité de ceux qu'ils sont vraiment. C'est une distinction essentielle, approuva-t-elle. Et elle me sourit. Et cela te permet d'honorer tes expériences, qu'elles soient positives ou négatives, sans en nier aucune. Ce printemps-là, j'avais recommencé à sortir, autorisant prudemment quelqu'un de nouveau à entrer dans ma vie. Il s'appelait Ran, architecte paysagiste, que j'avais rencontré par l'intermédiaire d'une amie commune. Il m'écouta avec attention lorsque je finis par partager mon histoire familiale. Contrairement à mes relations précédentes, où j'avais minimisé le comportement contrôlant de mes parents, cette fois, je fus honnête sur la séparation et sur mes limites. La famille, c'est compliqué, dit-il simplement.
J'admire la façon dont tu as géré les choses. Son respect pour mon vécu, sans jugement ni conseil maladroit sur une éventuelle réconciliation, fut d'un soutien rafraîchissant. Pour la première fois, j'eus le sentiment que je pouvais construire une relation fondée sur l'honnêteté plutôt que sur une version soigneusement édulcorée de ma vie et de ma famille. À l'approche du premier anniversaire de la confrontation initiale, je me surpris à réfléchir aux profonds changements survenus en un an. J'avais perdu ma famille biologique, mais j'avais gagné en clarté, en force, et tissé des liens authentiques. J'avais récupéré non seulement ma maison, mais aussi mon autonomie et mon estime de moi. L'étape finale de ce voyage prit la forme d'une lettre que j'écrivis, mais que je n'envoyai jamais. Une lettre adressée à mes parents, exprimant tout ce que j'avais compris sur notre relation. Ce n'était pas pour eux que je l'écrivais, mais pour moi-même, pour mettre en mots les leçons apprises et les limites que je choisirais désormais de maintenir. J'écrivis, une véritable famille soutient ta croissance au lieu de la contrôler. Une véritable famille respecte les limites au lieu de les franchir. Une véritable famille célèbre ton succès au lieu de s'en sentir menacé. Je méritais mieux que ce que vous m'avez offert, et je l'ai trouvé ailleurs. Après avoir terminé cette lettre, je la lus à voix haute, sentant la vérité de chaque mot résonner en moi. Puis, je la rangeai dans une boîte avec d'anciennes photos de famille et des souvenirs non pour oublier, mais pour reconnaître ce chapitre de ma vie, alors que j'en écrivais de nouveau. J'avais survécu à la trahison de ma famille et j'en étais sorti plus forte, plus sage, plus authentique. Les clés de la maison qu'il m'avait réclamées ce dimanche soir étaient devenues un symbole d'une vérité plus grande, j'avais les clés de ma propre vie, et jamais plus je ne les remettrai à quiconque ne respectait pas mon droit de les utiliser comme bon me semblait. Un an jour pour jour après ce fameux dîner du dimanche, j'organisai une fête pour célébrer la rénovation complète de ma maison. La cuisine arborait maintenant le concept ouvert qu'ironiquement mon frère avait imaginé mais conçu selon MES Désir, avec des plans de travail en quartz étincelants et des armoires sur mesure. Le salon avait été repeint dans un vert sauge apaisant, et de nouveaux planchers en bois parcouraient tout le rez-de-chaussée. Chaque changement représentait un choix délibéré pour reprendre possession de mon espace, le transformant d'un lieu de traumatisme en sanctuaire. Schlo arriva tôt pour m'aider aux derniers préparatifs, apportant un ornement en forme de maison gravé des mots, le refuge d'Olivia. Ça fait officiellement un an, dit-elle en accrochant l'ornement à un fuchsia en pot près de l'entrée. Comment tu te sens? Plus légère, répondis-je après un instant de réflexion, comme si je venais de poser un poids que je portais sans le savoir depuis toute ma vie. Les invités comprenaient des collègues, des amis de mon groupe de soutien, ma tante Diana, et même Barbara, devenue bien plus qu'une simple avocate. La maison était remplie de conversations et de rires, un contraste frappant avec les réunions familiales tendues de mon passé. Mon parcours de guérison n'avait pas été linéaire. Il y avait encore des jours où la tristesse me rattrapait, déclenchée par des choses anodines, une vieille carte d'anniversaire signée, avec amour, maman et papa, une chanson qui me rappelait nos trajets en voiture d'autrefois, ou simplement passer devant leur quartier. Mais ces moments ne me faisaient plus dérailler. J'avais appris à reconnaître la douleur sans m'y noyer. La Dr Chen m'avait aidé à poser des limites saines dans tous les domaines de ma vie. J'appris à repérer les signaux d'alerte dans mes relations personnelles et professionnelles, et à exprimer mes préoccupations au lieu de m'adapter à des comportements qui me mettaient mal à l'aise. Les gens qui méritaient une place dans ma vie respectaient ces limites, les autres s'en éloignaient d'eux-mêmes. Ma promotion au poste de directrice du service client m'apporta de nouveaux défis, mais aussi une énergie nouvelle. Je me surpris à guider des collègues plus jeunes, notamment ceux qui peinaient à concilier vie professionnelle et personnelle, ou qui subissaient des pressions familiales. Mon vécu me donnait une perspective unique, une empathie qui faisait de moi une meilleure leader. Tu m'as aidé à affronter mes parents sur mon choix de carrière, m'avoua Sarah, une jeune consultante, pendant une séance de coaching. Voir que tu as prospéré malgré le conflit familial me donne de l'espoir. Bien que je n'ai jamais partagé les détails précis de ma situation familiale au travail, le récit général avait circulé. Plusieurs collègues étaient venus me confier des expériences similaires. Ce qui avait jadis été un secret honteux devint une source de connexion et de soutien mutuel. Le groupe de soutien communautaire auquel j'avais adhéré me proposa finalement d'en animer les réunions 2 fois par mois. Nous nous réunissions en cercle pour partager des stratégies autour des fêtes, comment gérer les connaissances communes, et naviguer dans les émotions complexes liées aux limites familiales.
L'éloignement familial n'est pas un échec, rappelait souvent le groupe. Parfois, c'est le choix le plus sain possible quand la réconciliation exige que tu sacrifies ton bien-être ou ton identité. 3 mois après la fête d'inauguration, je croisais mon frère dans un magasin de bricolage. Nos regards se croisèrent au rayon peinture, et son visage se durcit instantanément. Au lieu de m'éviter, comme il l'avait fait auparavant, il s'approcha avec une hostilité à peine contenue. « Maman est malade », dit-il sans même me saluer. Comme si ça t'importait. L'accusation me blessa, mais je restai calme. Je suis désolé de l'apprendre. J'espère qu'elle reçoit de bons soins. Tu t'en soucies maintenant, après avoir détruit la famille ? Sa voix s'éleva, attirant l'attention d'autres clients. Ce n'est ni l'endroit ni le moment, dis-je à voix basse. Il n'y a pas d'endroit, puisque tu as choisi des avocats plutôt que ta famille, lança-t-il avant de tourner les talons, abandonnant son panier au milieu des échantillons de peinture. La rencontre me laissa sous le choc, mais elle confirma aussi que j'avais pris la bonne décision. La colère de Yen restait entière, sans la moindre reconnaissance du tort que mes parents avaient tenté de me faire. Dans son récit, j'étais toujours la méchante pour avoir osé me protéger. Par l'intermédiaire de tante Diana, j'eus parfois des nouvelles de mes parents. Leurs problèmes financiers s'étaient apparemment aggravés. Ils avaient dû refinancer leur maison une nouvelle fois et envisageaient de déménager dans un logement plus petit. Mon père avait accepté un emploi à temps partiel après sa retraite, et ma mère se plaignait souvent de leur situation à qui voulait l'entendre. « Ils te blâment toujours », me rapporta Diana sans détour. « Selon eux, tu leur dois tout, et ton succès devrait être leur retraite. » Au lieu de me réjouir de leurs difficultés, je ressentis un mélange complexe de tristesse et de soulagement, tristesse pour la relation que nous aurions pu avoir dans d'autres circonstances, soulagement de ne plus avoir à porter le fardeau de leurs problèmes. Ma propre relation à l'argent avait profondément changé. Travailler avec une thérapeute financière, en parallèle de la Dr Chen, m'avait aidé à reconnaître les schémas toxiques hérités de ma famille, à associer l'argent à la valeur personnelle, considérer le succès financier comme honteux ou source de culpabilité, et éprouver du malaise à fixer des limites autour des prêts ou dons. L'argent n'est qu'un outil, me répétait ma thérapeute financière. Ce n'est pas une mesure de ta valeur, ni une dette envers les autres, simplement parce qu'ils en ont envie. Cette nouvelle perspective me permit d'être plus intentionnel avec mes finances. J'établis un plan structuré de dons, soutenant des causes qui me tenaient à cœur plutôt que de répondre à des manipulations émotionnelles. Je définis des lignes claires sur quand et comment j'aiderai des amis dans le besoin, en m'assurant que ma générosité découle d'un choix, et non d'une obligation ou d'un sentiment de culpabilité. Peut-être que le développement le plus significatif dans mon cheminement de guérison fut ma relation grandissante avec Ryan. Contrairement à d'anciens partenaires, qui trouvaient ma situation familiale trop compliquée ou qui me poussaient à me réconcilier pour le bien de tous, Ryan a respecté mes limites, sans jamais les remettre en question. « Ton histoire familiale fait partie de toi », m'a-t-il dit un jour, lors d'une conversation profonde sur nos passés respectifs. Mais elle ne te définit pas. Tu as construit quelque chose de beau à partir d'une situation difficile. Sa propre famille était soudée, mais respectait l'autonomie de chacun, une dynamique si différente de la mienne qu'elle m'a d'abord semblé étrangère. La première fois que j'ai assisté à une réunion familiale avec eux, je m'étais préparé à des tensions sous-jacentes, à des remarques passivo-agressives, mais rien de tout cela n'est venu. À la place, j'ai vu de l'affection sincère, des désaccords sains. Des membres de la famille capables d'avoir des opinions divergentes tout en se respectant profondément. « Ta famille est toujours comme ça ?» ai-je demandé à Ryan par la suite. « Aussi, normal ? Fonctionnel. Personne n'a tenté de manipuler qui que ce soit, personne n'a claqué de porte, ni fait de commentaires énigmatiques sur la déception. » Il a ri, jusqu'à ce qu'il se rende compte que je ne plaisantais pas. « C'est comme ça que devrait être une famille, Olivia, m'a-t-il dit. Solidaire mais pas intrusive. Aimante sans condition. » À mesure que notre relation s'approfondissait, je me suis surprise à imaginer un futur dans lequel je construirais ma propre famille, quelque chose que j'avais toujours associé à la reproduction des schémas toxiques avec lesquels j'avais grandi. Grâce à la thérapie et à l'introspection, j'ai compris que ma conscience de moi-même était ma meilleure protection contre la répétition de l'histoire. Je pouvais choisir un autre chemin.
À l'anniversaire de l'ordonnance restrictive permanente que j'avais obtenue, j'ai écrit une lettre, mais cette fois, à moi-même. Une lettre pour reconnaître ma croissance, ma résilience. Ce n'était pas une célébration juridique, mais une reconnaissance de ma force intérieure, celle qui m'avait porté à travers la période la plus sombre de ma vie. Tu as survécu à l'impensable, ai-je écrit. Tu as protégé ce qui t'appartenait, pas seulement tes biens, mais ta dignité, ton indépendance, ton droit à l'autodétermination. Tu as découvert que la famille ne se définit pas par l'ADN, mais par le respect, le soutien, et une considération positive inconditionnelle. Tu as compris que le pardon ne nécessite pas la réconciliation. Que poser des limites n'est pas égoïste, c'est essentiel pour des relations saines. Et surtout, tu as trouvé ta voie. Et le courage de l'utiliser. Contrairement à la lettre que j'avais autrefois écrite à mes parents, celle-ci, je l'ai gardée dans le tiroir de ma table de nuit. Pour pouvoir la relire chaque fois que le doute ou la culpabilité menaçait ma paix. Le véritable sens de la possession s'est clarifié pour moi au fil de ce voyage. Posséder une maison avait son importance, bien sûr, mais posséder ma vie, mes choix, mes valeurs, mon droit de décider qui avait accès à mon cœur et à mon foyer, ça, c'était la vraie victoire. Mes parents avaient tenté de s'approprier tout ce que j'avais construit. Et en le faisant, ils m'ont forcé à reconnaître que j'étais la seule autorité légitime sur ma propre existence. La question du pardon revenait souvent, en thérapie et dans les groupes de soutien. Beaucoup supposaient que pardonner était un passage obligé pour guérir. Mais mon expérience me disait autre chose. J'étais arrivé à un endroit où j'acceptais les limites de mes parents, et la réalité de notre relation. Je ne portais plus cette colère active, ce ressentiment qui empoisonnait ma vie, mais le pardon traditionnel, celui qui rétablit la confiance et la relation, me semblait injustifié, en l'absence de reconnaissance ou de changement de leur part. Peut-être qu'il y a une différence entre pardon et réconciliation, a suggéré la Dr Chen. Tu peux te libérer de la colère sans renouer avec une relation qui t'a blessé. Et cette distinction m'a apaisé. Je pouvais leur souhaiter le meilleur, de loin. Espérer qu'ils guérissent, sans jamais m'exposer à de nouvelles tentatives de contrôle ou de manipulation. Je pouvais reconnaître les choses positives qu'ils m'avaient apportées dans l'enfance, sans les utiliser pour justifier ou excuser le mal qu'ils avaient tenté ensuite. Construire une vie sur des fondations authentiques est devenu mon cap. Chaque relation, chaque engagement, chaque but devait désormais s'aligner sur mes valeurs fondamentales, et non sur les attentes extérieures ou la peur du rejet. Cette clarté m'a donné une confiance nouvelle dans mes décisions, des décisions qui, autrefois, m'auraient plongé dans l'angoisse, rien qu'à l'idée des réactions que j'allais provoquer. Alors que les saisons changeaient et qu'une nouvelle année commençait, je me suis retrouvé à réfléchir à la grande ironie de tout cela. La trahison de ma famille, en tentant de me retirer ce qui m'appartenait, m'avait en réalité offert un cadeau inestimable. Le courage de définir la famille selon mes propres termes. Et de construire des liens basés sur le respect mutuel, et non sur l'obligation. Dans un moment calme chez moi, entouré de cet espace que j'avais repris et transformé, j'ai envisagé la possibilité de partager ce parcours avec d'autres personnes qui luttent avec des dynamiques familiales similaires. Les groupes de soutien étaient une option. Mais peut-être existait-il d'autres manières de transformer mon expérience en quelque chose d'utile pour les autres. Qu'est-ce que la famille, réellement ? Est-elle définie par le sang, les papiers légaux? Ou par la qualité du lien et le respect profond entre les individus? Comment honorer à la fois notre besoin d'appartenance et celui d'autonomie? Ces questions n'ont pas de réponse simple. Mais les explorer m'a mené vers une vie bien plus authentique que je n'aurais jamais cru possible. Alors que je me prépare à te raconter cette histoire, je me demande. Et toi? As-tu connu des trahisons familiales? As-tu déjà dû choisir entre la paix intérieure et une relation? Qu'est-ce qui t'a aidé à avancer sur ce chemin si délicat? Partage ton expérience dans les commentaires ci-dessous. Et si ce témoignage a résonné en toi, n'hésite pas à liker et t'abonner pour découvrir d'autres récits de résilience et d'autodécouverte. Souviens-toi, où que tu sois dans ton propre parcours, tu mérites des relations qui honorent ta valeur et respectent tes limites. Merci d'avoir été le témoin de ma vérité. Et je te souhaite courage et lumière sur ton propre chemin vers la connexion. Buddy, alright, let's see if we can take this river a little
Closer to home. We are starting to get close. Still got a little ways to go. We're finally starting to get like in the right vicinity here. That's really cool. No bones, unfortunate. I got bones at home. Okay. A bee. Hello, Mr. Bee. 2 bees. That's big. Okay, I believe the chords were positive 100, negative 300. Wait, I recognize this. Maybe? We're getting close. Like, actually. There's literally one little marker that I have to find home. Would actually probably be easier to spot at night. I have a weird feeling that it's this way. Hmm. Hmm. Okay, it could be over here. Could it? I don't think so. I'm actually scrolling up in chat. Oh no, I ran out. Damn it. That's funny. Okay. We're kind of close. We gotta be. I'm kind of just scanning around now. I'm gonna go a little deeper into this forest. I think this is the forest where we're at. We're just looking for a little pillar that I put in